Un cliché en noir et blanc et cette phrase « s'il gagne ». En une du magazine américain Time, Donald Trump révèle les grandes lignes de son programme en cas de second mandat et concernant l'Ukraine, il prévient. Je ne donnerai pas plus si l'Europe ne commence pas à faire autant que les États-Unis. Un avertissement en bonne et due forme que le milliardaire en campagne a déjà lancé quelques semaines plus tôt. Donald Trump exige de ses alliés de l'OTAN qu'ils contribuent beaucoup plus à l'aide en Ukraine et surtout au budget de l'Alliance, au moins à hauteur de 2% de leur PIB. Un jour, l'un des présidents d'un grand pays européen s'est levé et m'a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé? Vous êtes un délinquant ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. » Eh bien non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. Donald Trump menace et veut être pris au sérieux. En témoigne ce blocage au Congrès, orchestré par l'ex-président. Durant 6 mois, ses troupes refusent de voter une nouvelle aide financière et militaire réclamée par Joe Biden et dont Kiev a désespérément besoin. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour la frontière ukrainienne tant que Biden n'en dépense pas pour la nôtre. Je ne veux pas donner une aide de plus aux politiciens ukrainiens. Les contribuables américains ont déjà envoyé 113 milliards de dollars à l'Ukraine. Tout ce système n'a pas le soutien du peuple américain. Ils ne sont pas d'accord avec un système basé sur le sang, la mort et la guerre dans des pays étrangers pendant que ce gouvernement ne fait rien pour sécuriser nos frontières. Pour plaider la cause de l'Ukraine, Mike Johnson, le speaker républicain, se rend jusque chez Donald Trump en Floride et réussit à le faire changer d'avis. Je pense qu'il fait un très bon boulot. Il fait aussi bien que possible. L'enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à l'Ukraine est finalement adoptée. Mais en Europe, l'inquiétude demeure et les dirigeants répondent déjà aux provocations du candidat républicain. L'OTAN ne peut pas être une alliance militaire à la carte. Elle ne peut pas être une alliance militaire qui fonctionne au gré de l'humeur du président des États-Unis. On ne peut pas avoir oui, non, demain. Non, ça dépend. Non, allez, soyons sérieux. Toute relativisation de la garantie de l'OTAN est irresponsable et dangereuse et ne sert que les intérêts de la Russie. Personne ne doit faire de deal ou jouer avec la sécurité de l'Europe. Et c'est sans doute le Premier ministre belge qui en tire la conclusion la plus évidente. Si 2024 sonne comme le retour de l'Amérique d'abord, l'Europe sera plus que jamais seule. L'Europe, livrée à elle-même, est consciente de devoir agir pour sa défense. En 2024, 18 pays consacreront 2% de leur PIB au budget de l'OTAN. Il n'était que 3 il y a 10 ans. Frédéric Ancel, comment ça marche finalement Eh bien, ça commence à faire peur. Et de ce point de vue-là, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, le président de la République française n'a pas tort de secouer les consciences en disant aux Européens que M. Trump peut très bien, effectivement, faire valdinguer, comme il l'avait promis déjà, d'ailleurs, il y a plusieurs années, l'OTAN, d'une part. D'autre part, je constate que cette perspective fait peur, puisque c'est le chiffre qui a été donné est très, très intéressant. Les fameux 2% en fait, de dépenses de défense. C'est ce qui a été réclamé par les États-Unis ces dernières années. Et alors, pour être très honnête avec Trump, c'est pas le premier à le réclamer. C'était déjà le cas de son prédécesseur Obama, qui était quand même infiniment moins négatif vis-à-vis de l'OTAN. Et les États-Unis et les présidents, et notamment les présidents en campagne, exigent effectivement davantage de dépenses. Sauf que, simplement, je le dis d'un mot, on ne peut pas fonder une alliance exclusivement sur un schéma de boutiquier. C'est pas exclusivement en fonction de ce que l'allié va payer pour sa propre défense qui va, en principe, déterminer votre alliance ou pas. Ou alors sinon, on n'a plus de socle de valeurs et on n'a plus de socle d'intérêt commun. Or, il y a encore un socle de valeurs et d'intérêt commun, évidemment, entre les États-Unis et l'Europe. Que reproche Donald Trump à l'OTAN ?
Vincent Hugeux, puisque Donald Trump aurait menacé de sortir de l'OTAN dès 2018. Non, mais ce qu'il reproche pas tant à l'OTAN d'ailleurs qu'aux pays contributeurs, c'est d'être trop frileux dans leur engagement, notamment financier. Et au fond, l'objectif assigné, au moins 2% du produit intérieur brut dédié aux dépenses militaires, c'est au fond un consensus. Et vous avez même des pays comme la Pologne d'ailleurs, sur un mode extrêmement volontariste, qui sont déjà au-delà de 3% et qui seront à 4% à la fin de cet exercice. Mais vous voyez, au risque du paradoxe, je me dis qu'un jour viendra où on dressera deux statues sur une place de Bruxelles. L'une dorée alors fin à Vladimir Poutine, l'autre à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, par ses appétits soviéto-impérialistes, aura réveillé l'Europe et l'OTAN, et parce que Donald Trump aura, volens-nolens, conduit l'Europe et l'OTAN à se penser avec une forme d'autonomie minimale vis-à-vis du parrain américain. Général Dominique Trinquant, est-ce que si on entendait là tout à l'heure cette élue américaine en disant écoutez, l'Ukraine c'est un pays étranger, est-ce que les Américains se soucient plus aujourd'hui de leur frontière avec leur Mexique que du sort de Tallinn? Pour ainsi dire, si Poutine venait à annexer l'Estonie, au fin fond du Kentucky, on se dirait c'est pas pour ça que je vais aller faire la guerre dans les pays baltes. C'est vrai que l'Europe, c'est loin pour les États-Unis. Je parle des citoyens américains. Oui. Mais la question de fond que les Européens doivent se poser, c'est est-ce que tous les 4 ans, les Européens doivent se poser la question de savoir comment vont voter 200 000 électeurs américains pour faire basculer d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, républicain ou démocrate. C'est cette question. Et donc, est-ce que tous les il faut être capable de ne pas dépendre de ce vote américain. Il faut être capable, par nous-mêmes, Européens, de prendre notre destin en main. Bien sûr, de travailler sur ce lien avec les États-Unis qui est essentiel, qui est important. Mais s'il advenait que les États-Unis veulent s'en éloigner, eh bien, pardonnez-moi, mais on ne doit pas en dépendre tous les 4 ans. Simplement, petit cours d'histoire, la fin de la guerre de 1918, le président Wilson a insisté pour avoir ces critères d'application de la paix, les 14 fameux critères de Wilson, et la création de la SDN. Sauf que quand il est rentré aux États-Unis, les États-Unis ont dit, les électeurs ont dit, on ne veut pas en entendre parler. Tout ça s'est effondré. Et les Européens se sont retrouvés un peu tout seuls. Très beau livre de l'ambassadeur Haro, nous étions seuls. Nous étions seuls entre les deux guerres. Et quand, en 1939, Churchill a fait des pieds et des mains pour que les Américains viennent tout de suite au secours de l'Europe, les Américains ont dit on va voir. Et il a fallu attendre Pearl Harbor pour que les États-Unis interviennent. Donc on a raison aujourd'hui de garder les Américains avec nous, mais on doit se préparer à ne pas en dépendre.